Bienvenue à Détective éternel, où se dévoilent des mystères intemporels. Ce soir, nous entrons dans le monde de Miss Marple, dans l'affaire de la bibliothèque Rosewood. Dans le silence silencieux de la bibliothèque, un crime trouble le silence. Un secret disparu persiste mais qui ose le garder caché. Abonnez-vous, restez proches et laissez le mystère commencer. La bibliothèque Rosewood avait toujours été bien plus qu'un simple dépôt de livres. Pour le petit village de St. Mary Mead et ses hameaux environnants, c'était un lieu de retraite paisible, un lieu de rencontre pour ceux qui chérissent la conversation autant que la littérature. Ses fenêtres cintrées, ornées de lierre, captent le soleil matinal et projettent des motifs tachetés sur le parquet en chêne. Ce samedi-là, les amis de la bibliothèque avaient organisé une modeste exposition de manuscrits rares provenant de la collection de feu Sir Lionel Havisham, dont la succession avait récemment légué plusieurs volumes à la bibliothèque. C'était le genre d'occasion propice au bavardage poli et à l'admiration attentive des reliures anciennes. Miss Marple, discrètement assise près d'une fenêtre, semblait simplement savourer un repos paisible, après avoir parcouru un traité de botanique. En réalité, ses yeux bleu pâle percevaient toute la fierté nerveuse de M. Edgar Fell, le bibliothécaire. La grâce forcée de Madame Clara Havisham, la veuve, et l'air légèrement boudeur du jeune James Havisham, qui s'attendait à hériter de la collection. La salle résonnait d'une curiosité discrète. Le révérend Simmons disserte sur les leçons de morale à tirer de Chaucer. Madame Price Ridley examine un ouvrage sur l'héraldique avec une attention exagérée. Un plateau de gâteaux aux graines et des tasses de thé léger circulaient parmi les invités, offerts par la joyeuse nièce du vicaire. À première vue, rien n'aurait pu paraître plus inoffensif, plus en harmonie avec l'esprit du village. Mais ce fut le regard perçant de Clara Havisham qui troubla la paix. Elle avait aperçu l'avocat de son mari, Maître Godfrey Linton, en discussion chuchotée avec Edgar Fell. Leurs têtes étaient penchées sur un parchemin, qu'ils replièrent rapidement à l'approche de Clara. Ses lèvres se pincèrent, mais elle ne dit rien. D'autres, en revanche, remarquèrent sa raideur soudaine et échangèrent des regards. Miss Marple, remuant distraitement son thé, songea que Madame Havisham n'était pas du genre à se laisser aller à des fantaisies nerveuses. Si son attitude était glaciale, ce n'était pas sans raison. La vieille dame laissa son regard dériver vers le bout de parchemin, soigneusement rangé dans le registre de la bibliothécaire. C'était, pensa-t-elle, exactement le genre de détail négligé qui avait tendance à revenir avec importance plus tard. La réunion se poursuit par des discours polis, culminant avec la présentation de Edgar Fell du Legs Havisham, un manuscrit de dévotion du XVe siècle, relié en cuir cramoisi. Des soupirs d'admiration accueillirent les pages enluminées, bien que James Havisham, debout au fond, parut moins impressionné que plein de ressentiment. Miss Marple, l'observant, remarqua le léger serrement de sa mâchoire, l'agitation frénétique de ses mains dans ses poches. La jeunesse dissimulait rarement bien la déception. Le premier murmure de malaise survint à peine 10 minutes plus tard. Un verre se brisa au fond de la salle. Les invités se retournèrent vivement, découvrant que M. Linton, le notaire, vacillait, le teint décoloré. Avant que quiconque puisse l'atteindre, il s'effondra au sol. Madame Havisham poussa un cri de surprise, et la nièce du vicaire laissa tomber le plateau de tasses qu'elle portait. « Bon Dieu, appelez immédiatement le docteur Haydock !» cria quelqu'un. Mais lorsque le docteur Haydock arriva appelé du jardin du presbytère où il examinait les roses, il n'y avait plus rien à faire. Godfrey Linton est mort. Pendant un instant, un silence pesant s'abattit sur la bibliothèque, seulement interrompu par le tic-tac de l'horloge de parquet dans un coin. Puis les murmures commencèrent. Ni peur, ni spéculation. « Du poison dans le thé », disaient certains. « Une insuffisance cardiaque », suggèrent d'autres. Clara Havisham semblait presque défaillante, serrant ses perles. James Havisham marmonna quelque chose et sortit de la pièce à grands pas. Seule Miss Marple demeurait calme, le visage posé, malgré un regard plus perçant que jamais. Elle avait déjà remarqué qui avait pris le thé, qui ne l'avait pas fait, et qui s'était attardé près de la table des rafraîchissements. Elle ne dit rien, se contentant de croiser les mains sur ses genoux. Pour un observateur non averti,
Elle ressemblait à une vieille dame inoffensive, attendant qu'on lui dise quoi penser. Mais intérieurement, son esprit faisait déjà le tri entre les petites trahisons, les rivalités et les ressentiments qui pouvaient si facilement s'envenimer dans un village ou une famille. C'était, pensa-t-elle doucement, le début de quelque chose de très désagréable. La nouvelle de la mort subite de M. Godfrey Linton ne resta pas longtemps dans les murs couverts de lierre de la bibliothèque Rosewood. À la tombée de la nuit sur St. Mary Mead, chaque foyer de la rue principale aux cottages les plus éloignés était en proie aux spéculations. Les villageois n'avaient pas besoin de faits. Ils avaient seulement besoin de fragments de ragots qu'ils tissaient avec tout l'art de la tapisserie médiévale. À l'auberge du Sanglier Bleu, M. Tom Briggs, le propriétaire, se pencha lourdement sur le comptoir et déclara à qui voulait l'entendre qu'il s'agissait clairement d'un cas d'empoisonnement. Je me disais, à la façon dont il se tenait la gorge, que ce n'était pas l'expression d'un cœur qui lâche. Croyez-moi, quelqu'un a glissé quelque chose dans ce thé. Madame Briggs, s'activant avec des chopes de bière, ajouta gravement qu'elle n'avait jamais fait confiance à la famille Havisham depuis que le jeune James avait été surpris en train de faire la course avec sa voiture sur le chemin du village. Pendant ce temps, au presbytère, le révérend Simmons se tordait les mains tandis que sa sœur, Mademoiselle Constance Simmons, racontait avec force détail l'étrange expression qu'elle avait observée chez Clara Havisham lors de la chute du notaire. Pâle comme un verre, Constance murmura d'un ton dramatique. « J'ose dire qu'elle a été sous pression, la pauvre. Mais on ne peut s'empêcher de se demander si elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. » Le pasteur, qui préférait les sermons de charité au commérage, tenta de la faire taire, mais sa voix fut couverte par le cliquetis des tasses de thé et le bruissement des spéculations parmi leurs invités du soir. Miss Marple, quant à elle, écoutait plutôt qu'elle ne contribuerait. Assise tranquillement dans son salon soigné au bout de la ruelle, elle reçoit 2 visiteurs coup sur coup. D'abord Madame Price Ridley, qui s'était toujours considérée comme la gardienne des bonnes mœurs du village. Elle s'installa dans un fauteuil avec l'air d'un magistrat, sur le point de prononcer sa sentence. « Une affaire épouvantable, Miss Marple, tout à fait épouvantable. Croyez-moi, c'est à la veuve qu'il faut penser. Les veuves sont des créatures dangereuses lorsqu'il s'agit de biens. Clara Havisham a toujours eu un air non pas dévergondé, comprenez-vous, mais empreint d'une certaine détermination. Je jurerais qu'elle en voulait à cet avocat. La semaine dernière encore, j'ai appris par Madame Sims que Clara s'était plainte de sa gestion de la succession de Sir Lionel. » Miss Marple hocha la tête avec sympathie, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement. Elle ne fait aucun commentaire, si ce n'est pour faire remarquer avec indifférence que les avocats recevaient souvent des plaintes. « Après tout, ils sont au cœur de tant de dossiers délicats, » dit-elle, et son ton était si doux que Madame Price Ridley le prit pour un accord et se lança dans de nouvelles dénonciations. À peine ce visiteur était-il parti que le second arriva Madame Bantry, rouge d'excitation et débordante de nouvelles. « Ma chère Jane, on ne parle que de ça. Le colonel Bantry prétend que c'était une crise d'apoplexie, mais je n'en suis pas si sûr. N'avez-vous pas vu James Havisham se tenir à l'écart, marmonnant? Pas du tout digne d'un fils dévoué, me suis-je dit. À mon avis, il avait de bonnes raisons de détester M. Linton qui avait conseillé à Sir Lionel de laisser ses livres à la bibliothèque plutôt qu'à James lui-même. Un jeune homme est facilement téméraire. » Miss Marple servit une tasse de thé à son amie, notant avec soin que l'imagination de Madame Bantry, bien que vive, était souvent juste dans ses observations. « Il est curieux, murmura Miss Marple, que les jeunes se croient parfois injustement traités, alors qu'en réalité, les aînés ne cherchent qu'à préserver un peu de dignité. Mais c'est une histoire courante, n'est-ce pas? Dimanche matin, la question était débattue avec la même ferveur dans les bancs de l'église paroissiale Sainte-Marie-Mead. Avant même que le révérend Simmons ne commence son sermon, des groupes se groupent au premier rang, et le long de l'allée, chuchotant sur un ton à la fois scandalisé et joyeux. Le docteur Haydock, assis au premier rang, subissait un flot incessant de questions sur la cause du décès. Ses réponses étaient sèches. L'autopsie nous en dira plus.
D'ici là, les spéculations sont vaines. Pourtant, ces paroles fermes n'ont guère réussi à calmer le flot. En fait, les rumeurs ne faisaient que s'amplifier, car chaque villageois façonnait l'histoire selon ses propres préjugés. Pour Madame Price Ridley, c'était l'obsession de Clara Havisham qui la condamnait. Pour Tom Briggs, c'était l'imprudence de James. Pour Mademoiselle Constance Simmons, c'était Edgar Fell, le bibliothécaire, qui avait l'air suspect en repliant si vite ce bout de parchemin. Chacun avait son suspect, et chacun en était certain. Au milieu de tout cela, Miss Marple conservait son air habituel de réflexion tranquille. Elle observait les regards changeants dans les bancs. La façon dont Clara Havisham gardait les yeux fixés sur son recueil de cantiques, sans chanter une seule note, et la façon dont James Havisham se tenait affalé au fond, la mâchoire serrée en signe de défi. Edgar Fell, au contraire, paraissait hagard et anxieux, comme s'il portait un fardeau trop lourd pour ses épaules étroites. Après la messe, le cimetière bourdonnait de spéculations. Les villageois se groupent en petits groupes, tels des abeilles dérangées dans une ruche, échangeant des rumeurs avec délectation. Clara Havisham les traversa avec une hauteur majestueuse, déclinant les condoléances d'un hochement de tête raide. James marchait devant, ignorant les murmures qui le suivaient. Edgar Fell s'attarda près de la porte de la Liche, parlant nerveusement au docteur Haydock avant de s'éclipser dans le chemin. Miss Marple, quittant l'église bras dessus, bras dessous, avec Madame Bantry, nota chacun de ses mouvements avec son attention habituelle. « Les gens se comportent bizarrement sous la pression, » dit-elle doucement. On pourrait presque croire que leur comportement dissimulait autre chose. Madame Bantry, ravie par ce soupçon de mystère, la pressa de lui fournir des détails, mais Miss Marple se contenta de sourire et de tapoter la main de son amie. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'épaississait sur le village, l'inspecteur de police de Much Benham arriva pour commencer son enquête. L'inspecteur Craddock était un homme sérieux et compétent, mais déjà enclin à accepter l'explication la plus simple. « Du poison dans le thé, sans doute », déclaration après avoir interrogé plusieurs témoins à la bibliothèque. La question est, qui en a eu l'occasion? Les villageois, entendant ces remarques, y virent une confirmation de leur propre théorie. Pourtant, Miss Marple, assise tranquillement dans son salon, sentit un léger froncement de sourcils se former sur elle. Elle se souvenait parfaitement de qui avait bu quelle tasse de thé et dans quel ordre. Elle se souvenait aussi de la dissimulation rapide du parchemin et de la pâleur soudaine de Clara. Ces détails ne cadraient pas si bien avec une simple théorie du thé empoisonné. La nature humaine, songe à elle, n'était jamais simple. Elle était aussi emmêlée que les écheveaux de laine dans son panier à tricoter, mais avec de la patience, on pouvait défaire les nœuds. Elle soupçonnait que, dans le cas de Godfrey Linton, les nœuds étaient très anciens. L'inspecteur Craddock revint au village le lendemain matin, sa robuste automobile soulevant une légère traînée de poussière le long de la Grand-Rue. Il connaissait bien St. Mary Mead. Y ayant déjà été appelé une ou deux fois pour des affaires de vol ou de malversation, mais il considérait cette affaire avec plus de tristesse. Un notaire s'effondrant au milieu d'une réunion de bibliothèque distinguée n'était pas un événement ordinaire, et les rumeurs qui se répandaient dans la paroisse comme une traînée de poudre exigeaient une explication appropriée. La première étape de l'inspecteur fut la bibliothèque Rosewood. Le bâtiment conservait son atmosphère paisible, mais à l'intérieur, Edgar Fell arpentait nerveusement les étagères, rangeant les livres inutiles. Craddock, carnet à la main, l'interrogea vivement sur les événements du samedi. M. Linton semblait en assez bonne santé jusqu'à l'effondrement, a demandé l'inspecteur. Fell se tord les mains. Oui, plutôt bien, même s'il semblait un peu préoccupé. Nous discutons de certaines questions liées aux legs Havisham, des documents juridiques, vous comprenez. Mais alors soudain c'était épouvantable. Sa voix vacilla et son regard se porta sur le registre posé sur son bureau. Craddock suivit le regard, le remarquant sans remarque. « Et le thé ?» La nièce du vicaire l'a apporté. Tout le monde a mangé. Tout le monde? Eh bien, presque tout le monde. Je crois que Miss Marple a refusé, préférant l'eau, et Madame Price Ridley s'est plainte qu'elle était trop faible, mais la plupart l'ont bu. Craddock griffogna dans son carnet.
Il penchait déjà pour le poison, mais il ne comprenait pas encore comment il avait été introduit. Miss Marple elle-même arriva à la bibliothèque peu après, portant un paquet de tricots. Pour un étranger, il aurait pu paraître étrange qu'elle se soit rendue sur les lieux si rapidement, mais pour ceux qui la connaissaient, c'était parfaitement naturel. Elle avait toujours aimé la bibliothèque, et sa douce curiosité était toujours de mise. Elle accueillit l'inspecteur Craddock, avec le doux plaisir de rencontrer une connaissance chez l'épicier. « Triste affaire, inspecteur, » murmura-t-elle. « Cela me rappelle un peu le dîner malheureux de ma cousine Mildred. Un soufflet, voyez-vous, et un évanouissement intempestif. On a vite attribué cela à la nourriture, même si au final c'était bien différent. La nature humaine, je pense toujours, préfère une explication simple. » Craddock lui adressa un léger sourire. Il avait appris par une précédente connaissance que les souvenirs apparemment décousus de Miss Marple cachaient souvent des observations pertinentes. Pourtant, il continua son travail. De la bibliothèque, il se rendit à la maison des Havisham, Rosewood Grange, une demeure majestueuse, quoique légèrement délabrée, à la lisière du village. Clara Havisham le reçut dans un salon faiblement éclairé, chargé de tentures. Ses yeux étaient cernés de rouge, mais son attitude était posée. « Je vous assure, inspecteur, que le choc a été accablant, » dit-elle avec une pointe de froideur. « Monsieur Linton était l'avocat de mon défunt mari et s'occupait de nos affaires depuis des années. S'il avait des ennemis, ce n'étaient pas les miens. » Craddock, remarquant sa posture raide, s'enquit du parchemin vu à la bibliothèque. Clara pinça les lèvres. « Je ne remarquai rien d'inhabituel. Edgar Fell, peut-être, pourrait mieux m'expliquer. Je laisse ces questions à mon avocat. » Miss Marple, autorisée à s'asseoir tranquillement dans un coin sous prétexte de visite, faisait claquer doucement ses aiguilles à tricoter. Elle ne s'immisçait pas, mais son regard se posa sur les doigts de Clara, qui tournoyaient autour de son mouchoir avec une agitation trop grande pour une femme qui prétendait être calme et détachée. James Havisham fut le suivant. Il reçoit l'inspecteur dans le jardin, fumant d'un air de défi maussade. « Linton m'en voulait, » dit-il sans détour. « Père a laissé ses livres à cette satanée bibliothèque, plutôt qu'à moi. » Et qui a suggéré ça? Linton, bien sûr. Toujours à murmurer à l'oreille de Père des choses comme l'héritage et la postérité. Eh bien, il est parti et bon débarras. « Tu t'es disputé avec lui ce jour-là » demanda Craddock. James eut un petit rire. « Je ne lui avais pas adressé la parole ce matin-là. Je n'avais aucune raison de le faire. Et puis, le poison. Ce n'est pas mon genre. Demande à Fell, il était avec lui avant que ça arrive. Ou mieux encore, demandez à ma belle-mère. C'est elle qui a des secrets. » Craddock nota cela. Chacun, semblait-il, était impatient de pointer du doigt ailleurs. En fin d'après-midi, il avait rassemblé un tableau brouillé de contradictions. Madame Havisham, digne en apparence, exprimait un profond ressentiment. James Havisham, ouvertement irrité, clame son innocence. Edgar Fell était anxieux et évasif. Et le parchemin, toujours introuvable, planait tel un fantôme sur l'affaire. Miss Marple, revenant de la bibliothèque avec Madame Bantry, songea à voix haute. « Les gens sont prompts à accuser, vous ne trouvez pas? D'après mon expérience, cela vient souvent de leur propre conscience. Vous souvenez-vous du placard à confiture de Madame Lumley? Tout le monde jurait que c'était le garçon boulanger qui avait volé les confitures. Et pourtant, il s'est avéré que c'était sa propre nièce qui les avait volées. Il faut écouter, bien sûr, mais aussi observer qui parle trop vite. » Ce soir-là, l'inspecteur Craddock demanda au docteur Haydock son rapport préliminaire. Le médecin, brusque comme toujours, le lui rend en fronçant les sourcils. L'autopsie révèle des traces de digitaline. Pas une dose naturelle, je peux vous l'assurer. Elle a été introduite d'une manière ou d'une autre, probablement sous forme liquide. Alors c'est du poison, dit Craddock d'un ton sombre. Il faut déterminer qui a eu l'occasion de le glisser dans son thé. Miss Marple, qui avait été autorisée à écouter depuis une chaise près du feu sous prétexte d'intérêt personnel, leva les yeux de son tricot. « L'opportunité est une chose, » dit-elle doucement. « Mais la motivation du mobile est souvent bien plus révélatrice. On ne risque pas tant par simple hasard. On risque parce que quelque chose nous y pousse. » Le docteur Haydock grogna,
Mais Craddock prit une autre note. Il soupçonnait déjà la vieille dame d'en avoir vu plus qu'elle ne le laissait paraître. Lorsque Miss Marple quitta la maison du docteur, l'air nocturne était frais et calme. Elle marchait lentement le long du chemin, réfléchissant à ce qu'elle avait observé l'agitation de la veuve, l'amertume du fils, les regards nerveux du bibliothécaire. Chacun d'eux avait de bonnes raisons de souhaiter le départ du notaire. Pourtant, la nature humaine, se rappelait-elle, était rarement aussi simple que les villageois le prétendent dans leurs ragots. La vérité résidait toujours dans un petit détail oublié, dans une habitude ou un geste qui en disait bien plus que des mots. Elle resserra son châle autour de ses épaules. L'affaire ne faisait que commencer. Mais déjà, les fils du mobile et de la tromperie s'entrelacent. Il faudrait de la patience, pensa-t-elle, pour les démêler sans rompre le fil. Mardi matin, l'air de St. Mary Mead semblait chargé d'une sorte de malaise intense. Les villageois se rendaient plus rapidement à l'épicerie et s'attardaient plus longtemps à la poste, impatients d'échanger des anecdotes sur le meurtre. Car désormais, le mot meurtre s'était répandu. La confirmation de l'empoisonnement à la digitaline par le docteur Haydock avait filtré dans la paroisse en un temps record, porté par les serviteurs, les commerçants et les servantes bavardes. Plus personne ne parlait de mort subite, c'était un crime purement et simplement. Et dans les crimes, il faut bien un coupable. L'inspecteur Craddock, pressentant le courant d'opinion, décide d'agir avec fermeté. Il convoqua Clara Havisham, James Havisham et Edgar Fell à la bibliothèque pour un interrogatoire formel. Le cadre lui-même, avec ses coins ombragés et sa faible odeur de vélin et de vernis, conférait une gravité que le commissariat de Much Benham ne pouvait offrir. Les villageois se rassemblèrent dehors en petits groupes, et attendant que des miettes d'informations leur parviennent. Clara Havisham entra la première, vêtue de crêpe noire, bien que son mari fût mort depuis des mois. Son allure était digne, presque royale, et elle fixait l'inspecteur d'un regard froid. « Je sais ce qu'on dit de moi », remarqua-t-elle, avant même qu'il ne pose la moindre question. « J'ai eu une dispute avec M. Linton, et j'avais tout à gagner de sa mort. Je vous assure, inspecteur, que je n'ai rien à cacher. Son décès a plongé mes affaires dans une plus grande confusion. Et non dans une moindre confusion. » Craddock la pressa d'évoquer le parchemin. Les mains de Clara, serrées sur ses genoux, trahissaient son sang-froid. Ce n'était rien d'important. Juste un inventaire, je crois. Monsieur Fell pourrait vous en dire plus. Elle nia toute connaissance de poison et déclara n'avoir bu son thé qu'après plusieurs autres. Lorsqu'elle partit, les têtes se penchèrent parmi les spectateurs. « Si calme », murmura Madame Price Ridley. « Beaucoup trop calme. Croyez-moi, cette femme est coupable. » Puis vint James Havisham débraillé et provocateur, les cheveux en bataille comme pour afficher son mépris des apparences. Il s'affala sur la chaise en face de Craddock et alluma une cigarette. « Je n'ai rien à cacher, dit-il sans détour. Oui, je détestais cet homme. Il m'a volé mon héritage. Mais le tuer, ça n'en vaut pas la peine. Vous ne trouverez pas une fiole de poison dans ma poche. » Inspecteur Craddock l'interrogea sur ses déplacements pendant le thé. James admit avoir bu dans une tasse, mais affirma l'avoir laissé de côté sans y toucher. « Une boisson faible, » ricana-t-il. « Je ne l'aurais pas fini même si ma vie en dépendait. » Son insolence irrita l'inspecteur, qui griffonna des notes d'un trait sec. Les villageois dehors chuchotaient joyeusement lorsque James sortit en trombe. « Quelle insolence !» dit Madame Bantry à Mademoiselle Marple, qui s'était discrètement postée à proximité. Si jamais la culpabilité se lisait sur un visage. Miss Marple ne fit qu'un léger sourire. « Les jeunes sont souvent négligents, ma chère. Ce n'est pas toujours un signe de culpabilité. Parfois, c'est simplement une mauvaise éducation. » Finalement, Edgar Fell fut appelé. Le bibliothécaire était pâle, le front perlant de sueur malgré la fraîcheur de la bibliothèque. Ses mains tremblaient, tandis qu'il ajustait ses lunettes. Les questions de Craddock fusèrent. Pourquoi l'avait-on vu avec l'avocat avant l'effondrement? Que contenait le parchemin? C'était un reçu, balbutia Fell. Simplement un enregistrement de la donation à Havisham pour nos archives. Rien de sinistre, mais vous l'avez vite caché, a souligné Craddock. J'ai pensé qu'il valait mieux ne pas perturber la réunion avec des formalités administratives ennuyeuses.
Sa nervosité, bien que compréhensible, fit mauvaise impression. À sa sortie de l'interrogatoire, les villageois se jetèrent sur lui. « Regardez comme il tremblait !» s'exclama Constance Simmons, aussi coupable qu'un chat près du pot de crème. Dans l'après-midi, le village semblait s'accorder à reconnaître que Edgar Fall était le coupable. Il avait été le plus proche de Linton, avait des papiers à dissimuler et son agitation en disait long. L'inspecteur Craddock lui-même commençait à pencher dans ce sens. Il avait une opportunité, fit remarquer Craddock au docteur Haydock au cours du déjeuner. Une opportunité, c'est 9/10 de culpabilité. Miss Marple, invitée à prendre le thé par Madame Bantry, écouta cette déclaration avec un intérêt modéré. « Je suppose que c'est possible, » dit-elle doucement. « Et pourtant, d'après mon expérience, le coupable évident est rarement le véritable. La nature humaine préfère un bouc émissaire, cela apaise les esprits. Vous souvenez-vous de l'affaire des volailles disparues de M. Pritchard ? Tout le monde était persuadé qu'il s'agissait du gitan, mais il s'est avéré que c'était le jardinier de M. Pritchard qui les vendait en cachette. » Ces paroles furent accueillies par des sourires indulgents. Pour la plupart, les souvenirs de Miss Marple n'étaient que les inoffensives divagations d'une vieille dame. Seul le docteur Haydock fronça les sourcils, comme légèrement mal à l'aise à cette idée. Ce soir-là, tandis que le soleil disparaissait derrière les haies, Miss Marple était assise près de sa fenêtre, tricotant. Elle se remémore les regards nerveux d'Edgar Fall, les mains jointes de Clara et l'allure provocante de James. Chaque portrait était vivant dans son esprit, mais aucun ne la convainquait totalement. La nervosité pouvait être la peur d'être découverte ou simplement la peur des soupçons. Le calme pouvait être sang-froid calcul. Le défi pourrait être de la culpabilité ou simplement de la jeunesse. Elle soupira doucement. L'inspecteur était peut-être prêt à arrêter un suspect, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas s'arrêter trop tôt. Il ne suffisait pas de savoir qui avait pu faire ça. Il fallait comprendre pourquoi. Et les motivations humaines, se rappela-t-elle, étaient les plus complexes de toutes. Les jours qui suivent n'apportèrent aucune conclusion, seulement un sentiment de malaise grandissant. Si l'inspecteur Craddock semblait satisfait d'Edgar Fall comme principal suspect, l'appétit des villageois pour le scandale exigeait d'être constamment nourri. Chaque conversation au comptoir de l'épicier, chaque murmure dans le cimetière, carnoblissent l'histoire, jusqu'à ce qu'elle ne ressemble plus guère aux événements du samedi. Miss Marple, cependant, ne s'intéressait pas à la version brodée. Elle préférait le tissu uni en dessous, l'effet brut du comportement humain. C'est lors d'une de ses visites discrètes à la bibliothèque qu'elle remarqua le petit indice que d'autres avaient négligé. Elle était allée soi-disant emprunter un livre sur les jardins champêtres, mais en attendant que Edgar Fall le trouve, son regard se porta sur les tables de lecture. Là, caché sous une pile de périodiques, se trouvait un morceau de papier, un coin déchiré, hâtivement écarté. Il portait une tache d'encre et le bord d'une signature frailine. Miss Marple se pencha pour le ramasser, les doigts légers. « Oh, juste du gaspillage !» dit rapidement Fall en lui retirant le morceau des mains. Son ton était plus sec qu'il ne l'aurait voulu. « Je range les déchets tous les jours. Rien d'intéressant. » Miss Marple s'excusa avec sa douceur habituelle, mais ce moment resta gravé dans ses pensées. Les papiers d'un notaire finissaient rarement déchirés et tachés dans les coins. Linton, elle le savait, avait été un homme de précision. Si quelque chose lui avait été jeté, c'était soit par accident, soit parce qu'il en révélait plus qu'il n'aurait dû. Plus tard, dans l'après-midi, elle rend visite à Madame Bantry. « Je pense toujours, » observa Miss Marple en rangeant son tricot, « que le papier est un peu comme les gens. Certains durent des siècles, d'autres s'effritent en quelques jours. Mais lorsqu'on trouve un bout de papier déchiré, il provient souvent d'un objet que quelqu'un a voulu cacher. » Madame Bantry, intriguée, insista pour obtenir des détails, mais Miss Marple se contenta de sourire. Pendant ce temps, l'inspecteur Craddock poursuivait son enquête. Il avait inspecté la cuisine de la bibliothèque et interrogé la nièce du vicaire sur sa préparation du thé. Un mélange de Ceylan ordinaire, avait-elle insisté. Rien d'inhabituel. Je l'ai infusé dans la théière habituelle et je l'ai emporté aussitôt. Je ne l'ai pas laissé sans surveillance.
sauf peut-être pour répondre à la question de Madame Price Ridley sur le sucre. Ce petit aveu agaçait Craddock, même s'il ne voyait pas encore comment l'exploiter. Il restait convaincu que Edgar Fell avait saisi l'occasion. Après tout, Fell était près de la table, et ses mains tremblèrent de culpabilité. Miss Marple écouta patiemment l'inspecteur lui confier cela dans le salon de Madame Bantry. « La culpabilité est une chose étrange, » dit-elle doucement. « J'ai connu des jeunes garçons qui tremblaient pour avoir volé des pommes alors que personne ne les soupçonnait. Et j'en ai connu d'autres, des escrocs endurcis comme on veut, malgré les preuves qui pèsent lourd sur eux. Trembler, voyez-vous, ne signifie pas toujours ce qu'on pense. » Craddock grogna. « Alors, que pensez-vous des évasions de Fell? »« Peut-être juste un homme effrayé d'être suspecté, » répondit Miss Marple avec douceur. « Vous savez, inspecteur, les gens cachent souvent quelque chose de complètement différent de ce que les autres imaginent. Le pauvre Edgar, Fell cache peut-être un dossier mal classé. Grand livre, une conscience coupable, à propos des fonds de la bibliothèque, tandis que le véritable meurtrier sourit sereinement. » Ces paroles troublèrent Craddock, même s'il les repoussa d'un hochement de tête brusque. Ce soir-là, Miss Marple était assise près de sa fenêtre, sa lampe faiblement allumée. Elle repensait au visage de samedi, les doigts de Clara Havisham, tordant son mouchoir, la posture provocante de James, les regards nerveux de Fell, le bavardage joyeux de la nièce du vicaire. Puis elle se souvint du morceau déchiré, maculé d'encre, une note d'avocat, sans doute un codicille, ou un procès-verbal de litige, quelque chose qui valait la peine d'être caché. Et il y avait encore une chose. Elle se souvenait très bien que Clara Havisham, malgré sa pâleur, n'avait pas pris son thé avant d'avoir vu les autres boire. Ce n'était pas le geste d'une femme insouciante, c'était délibéré. Pourquoi attendre, à moins de craindre le thé lui-même? Le village continua comme si l'affaire était déjà tranchée. Madame Price Ridley déclara à qui voulait l'entendre que Edgar Fell serait arrêté dans les jours à venir. Le révérend Simmons prononça un sermon sur les dangers du péché secret, que l'Assemblée interpréta comme une allusion voilée aux bibliothécaires. Au Blue Boar, Tom Briggs paria contre l'acquittement de Fell, et les habitués trinquèrent à la certitude de la justice. Pourtant, Miss Marple restait sceptique. Elle connaissait trop bien le village. Quand tout le monde s'accordait trop vite, c'était généralement parce que la vérité était ailleurs. La nature humaine, songea elle, est encline aux réponses toutes faites, mais la réalité s'y prêtait rarement. Elle rangea cette pensée aussi soigneusement qu'elle rangea son tricot dans son panier. Elle aurait le temps de voir où les fils la menaient. Pour l'instant, elle avait son indice, un bout de papier déchiré, une tache d'encre et une veuve qui avait attendu un peu trop longtemps avant de lever sa tasse. En milieu de semaine, le village avait atteint ce stade particulier du scandale où la politesse s'effondrait sous le poids des spéculations. Les voisins, qui autrefois passaient par-dessus les haies, s'arrêtaient maintenant net, baissant la voix et jetant des regards en coin, impatients d'échanger quelque chose de nouveau. L'affaire Havisham leur avait fourni à tous une matière inépuisable, et le cercle des suspects s'élargissait ou se rétrécissait selon le salon dans lequel on entrait. À la grange Rosewood, l'attention n'était plus voilée. L'impatience de James Havisham éclata au déjeuner devant sa belle-mère. « Si Fell n'est pas coupable, alors ce doit être toi, » déclara-t-il d'une voix acérée. Clara Havisham se raidit. « Comment oses-tu, James? Ton père est à peine refroidi, et déjà tu lances des calomnies comme un palefrenier. Tu crois que je voulais me débarrasser de Linton? C'était mon bouclier contre tes exigences inconsidérées. » Le majordome, entrant avec le poisson, faillit laisser tomber le plateau. Après tout, les domestiques racontaient des histoires aussi facilement que les villageois, et avant la fin de l'heure, Miss Hartnell, à la poste, racontait à sa file d'attente que Madame Havisham et son beau-fils étaient en guerre ouverte. L'inspecteur Craddock, informé de la dispute, les pressa chacun individuellement. Clara admit l'échange, mais insista sur le fait que ses propos étaient provoqués. James déclara que sa belle-mère avait dévoilé son jeu. Si elle craignait l'emprise de Linton, elle avait raison de le voir partir. L'inspecteur écrit consciencieusement, même si les preuves étaient trompeuses.
Pendant ce temps, Miss Marple rendait discrètement visite au presbytère. Constance Simmons était impatiente de partager sa dernière conviction. Clara Havisham avait autrefois été liée à Godfrey Linton pour des raisons autres que professionnelles. Sinon, murmura-t-elle d'un ton conspirateur, pourquoi l'aurait-elle défendu avec tant d'ardeur ces dernières années? Ma cousine de Much Benham jure les avoir vus se promener ensemble au bord de la rivière au crépuscule. Une veuve et un notaire, ce n'est pas convenable. Miss Marple ne sourit que faiblement, bien que cette pensée lui soit restée en tête. L'inquiétude de Clara, sa peur avant de siroter son thé, pourrait prendre de nouvelles nuances si son lien avec Linton était autant personnel que professionnel. Plus tard dans la journée, Madame Bantry invita Miss Marple à Rosewood Grange, sous prétexte de lui présenter ses respects. Autour du thé, Miss Marple laissa son regard parcourir la pièce. Sur le bureau se trouvait un encrier, le bord sombrement taché, et à côté un buvard portant la faible empreinte du nom de Linton. Clara remarqua son regard et plia précipitamment le buvard. « Tellement de papier !» murmura-t-elle. « On s'en lasse. » Ce soir-là, la nouvelle d'une nouvelle confrontation se répandit, cette fois entre Edgar Fell et le docteur Haydock dans la rue. Fell, semblait-il, en avait assez des soupçons. « Vous me regardez tous comme si j'avais le meurtre écrit sur le visage », s'écria-t-il d'une voix aiguë de désespoir. Le docteur Haydock rétorqua sèchement. « Alors comportez-vous en innocent plutôt qu'en coupable. » Les villageois observent depuis leur porte, hochent la tête d'un air entendu. Pour eux, la nervosité de Fell était une preuve suffisante. Miss Marple, qui passait à cet instant, observa l'échange d'un regard calme. L'emportement de Fell lui sembla non pas la ruse d'un meurtrier, mais la panique d'un homme acculé. Il serra sa sacoche d'un geste protecteur, comme si le poids des papiers était insupportable. Elle repensa aux morceaux de papier déchirés qu'elle avait vus à la bibliothèque. Son agitation ne provenait peut-être pas de la culpabilité du meurtre, mais d'une connaissance qu'il n'osait pas partager. Ce soir-là, Madame Price Ridley organisa une réunion où les conversations virèrent au scandale, avec une joie débridée. « Il est clair, déclara-t-elle, que Clara Havisham n'est pas le modèle qu'elle prétend être. Recevoir un avocat en secret, eh bien, cela en dit long. Et le fils, aussi sauvage soit-il, a sans doute tiré les leçons de son exemple. » Les dames s'exclamèrent, mais plusieurs se penchèrent en avant, impatientes d'en savoir plus. Miss Marple tricotait tranquillement, sans dire un mot, même si elle remarquait que chaque accusation en révélait davantage l'accusateur que l'accusé. Les êtres humains, songea-t-elle, voient souvent chez les autres ce qu'ils craignent ou désirent en eux-mêmes. C'était une leçon qu'elle avait apprise maintes fois au cours de sa longue vie. À la fin de la semaine, l'inspecteur Craddock convoqua une sorte de réunion du village à la bibliothèque, espérant apaiser les spéculations. Au lieu de cela, la situation dégénère en une dispute ouverte. Clara Havisham resta figée, le regard étincelant. James la regarda avec mépris de l'autre côté de la table. Edgar Fell se tordit les mains et clama son innocence. Les villageois se pressèrent au fond, murmurant comme un public de théâtre. Au milieu du tumulte, Miss Marple se pencha vers Madame Bantry et murmura « C'est curieux, n'est-ce pas, que les gens se disputent le plus violemment lorsqu'ils sont le moins sûrs d'eux-mêmes. Je me demande quelle vérité se cache derrière tout ce vacarme. » Son regard se posa sur les visages qui se présentaient à elle. Une veuve cachant des papiers, un fils rongé par le ressentiment, une bibliothécaire tremblante de peur. Et dans son esprit, les fils du soupçon s'entremêlent de plus en plus, tandis qu'elle cherchait patiemment le fil qui mènerait au cœur du problème. Le jeudi se leva dans le calme inquiétant qui précède parfois un orage. Le ciel était bas et gris, les haies lourdes de rosée, et le village de St. Mary Mead semblait retenir son souffle. En milieu de matinée, ce souffle fut interrompu par la nouvelle surprenante. Edgar Fell, le bibliothécaire, avait été retrouvé inconscient dans son bureau. Ce fut Madame Sims, la femme de ménage, qui le découvrit. Arrivée tôt pour épousseter la salle de lecture, elle entendit un gémissement étouffé derrière la porte de la bibliothèque. La poussant, elle trouva Fell affalé sur son bureau, ses lunettes de travers, un petit verre à côté de lui
et une légère odeur amère et désagréable flottait dans l'air. Avec un cri, elle courut appeler à l'aide. Le docteur Haydock arriva rapidement, suivi de l'inspecteur Craddock. Fell était vivant, mais à peine. Son pouls était faible et sa peau moite. « Encore du poison », déclara Haydock d'un ton sombre après avoir examiné le verre. Il a pris quelque chose, mais de sa propre main ou de celle d'un autre, c'est à nous de le déterminer. Les villageois, rassemblés devant la bibliothèque avec une rapidité indécente, décidèrent par eux-mêmes. « Culpabilité », murmura Madame Price Ridley avec satisfaction. Incapable d'affronter la révélation, il tenta d'y mettre fin. Constance Simmons hocha vigoureusement la tête. « Cela prouve tout. Le coupable ne peut échapper à sa conscience. » Pourtant, tout le monde n'était pas convaincu. Au Blue Boar, Tom Briggs affirma à ses habitués qu'il ne s'agissait pas d'une tentative de suicide, mais d'un autre crime. « Écoutez, quelqu'un voulait faire taire Fell avant qu'il ne parle. Cet homme savait quelque chose. » La théorie se répandit comme une traînée de poudre, et dès l'après-midi, la moitié du village la répétait comme parole d'évangile. Miss Marple, en visite à la bibliothèque plus tard dans la journée, trouva l'inspecteur Craddock arpentant la pièce. « Cela complique les choses, madame, » admit-il. « Si Fell avait l'intention de se suicider, cela suggère une culpabilité. Mais si quelqu'un d'autre l'y contraint, alors nous avons un autre méchant en liberté. » Les yeux de Miss Marple se posèrent sur le bureau, dont le verre avait été retiré, mais dont le bois marquait encore un léger filet de liquide. « J'imagine, dit-elle doucement, qu'un homme déterminé à mettre fin à ses jours n'aurait aucune difficulté à boire dans un verre aussi délicat. Le plus souvent, ils s'emparent du récipient qui leur tombe sous la main. Et je me demande aussi pourquoi il a choisi la bibliothèque, si publique, si susceptible d'être découverte. Ceux qui veulent réussir dans ce genre de choses ont tendance à être plus discrets. » Craddock fronça les sourcils. « Tu crois que quelqu'un d'autre le lui a donné ?»« Je pense, répondit Miss Marple, que quelqu'un souhaitait que cela paraisse ainsi. » Pendant ce temps, Fell, revenu à lui grâce au breuvage de Haydock, murmura faiblement qu'il préparait des papiers lorsqu'il se sentit mal. Il ne se souvenait de rien d'autre. Sa sacoche, cependant, avait disparu du bureau. Ce détail fit des vagues dans l'enquête. Quel papier contenait-il ? Demanda Craddock. Les reçus, les registres et l'inventaire de la succession de Sir Lionel, murmura Fell. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur. Si tout cela a disparu, c'est que quelqu'un veut cacher la vérité. La révélation se répandit rapidement et de nouvelles théories apparurent. Si les documents avaient disparu, peut-être contenaient-ils des preuves de fraude. Peut-être Linton l'avait découvert, et Fell craignait-il d'être démasqué. Ou peut-être Clara Havisham cherchait-elle à protéger sa fortune. Certains murmurèrent même au sujet de James, qui aurait peut-être tenté de détruire des preuves de dette ou de méfaits. Miss Marple, assise tranquillement près de la fenêtre, tricotait en silence, tandis que les discussions fusaient. Elle n'interrompit pas les discussions, même si son esprit se tourna de nouveau vers le morceau déchiré qu'elle avait aperçu quelques jours plus tôt, la faible trace du nom de Linton. Et si les papiers manquants n'étaient pas de simples inventaires, mais des documents d'héritage que personne ne pouvait se permettre de voir révélés. Ce soir-là, le village était sous tension. Madame Bantry téléphona à Mademoiselle Marple, tout excitée. « Ma chère Jane, tout s'assombrit de minute en minute. Le colonel dit que l'affaire contre Fell est close, mais je déclare que je n'en suis pas si sûr. Pourquoi a-t-il failli se suicider et, du même coup, perdu sa sacoche? C'est trop bien fait, beaucoup trop bien fait. » Miss Marple acquiesça doucement. « La vie est rarement simple, ma chère, et la culpabilité s'organise rarement selon des schémas aussi commodes. Elle est généralement bien plus confuse, et c'est ainsi qu'on connaît la vérité, si l'on est assez patient pour la voir. » Le lendemain matin, de nouveaux remous surgirent. Un morceau de parchemin carbonisé fut retrouvé dans l'âtre de Rosewood Grange. La servante, en vidant les cendres, avait remarqué un coin pas entièrement consumé. L'inspecteur Craddock l'examine et y voit de faibles traces d'écriture, peut-être de phrases juridiques, bien que trop abîmées pour être déchiffrées. Clara Havisham affirme qu'elle n'en savait rien, que les vieux papiers étaient souvent brûlés par souci d'ordre.
Mais son explication semblait trop guindée, trop rodée. Le village s'empara de la découverte avec délectation. « Une preuve !» s'écria Madame Price Ridley. « Elle tente de détruire les preuves. » D'autres affirmèrent que cela ne faisait qu'approfondir le mystère. Clara couvrait-elle ses propres traces ou celles de quelqu'un d'autre? Miss Marple rangea l'information avec une satisfaction tranquille. Une sacoche disparue, un morceau carbonisé, des fils de verre empoisonnés, dessinant un motif encore inconnu, mais qui ne manquera pas d'émerger avec le temps. Alors qu'elle se préparait à se coucher ce soir-là, elle songea que l'affaire était devenue bien plus périlleuse. Un décès, peut-être, pourrait s'expliquer par le hasard ou une passion soudaine. Mais 2 tentatives d'abord sur Linton, puis sur Fell suggéraient une détermination impitoyable. Quelque part parmi les façades polies de St. Mary Mead, un esprit calculateur était à l'œuvre, réglant les détails avec une froide précision. Et Miss Marple, bien que sereine en apparence, résolut de ne pas laisser cet esprit réussir. La tentative d'empoisonnement d'Edgar Fell transforma l'atmosphère de St. Mary Mead, passant des ragots à la peur. Une seule mort aurait pu être expliquée par le destin ou un moment de malveillance, mais une seconde attaque suggérait une main calculatrice évoluant dans l'ombre. Les portes autrefois ouvertes aux voisins étaient désormais verrouillées la nuit. Les lampes des fenêtres brûlaient plus tard. Le fracas des voix au sanglier bleu s'estompa en murmures inquiets. L'inspecteur Craddock, pressé de toutes parts, résolut de resserrer son enquête. « L'un d'eux est coupable », dit-il au docteur Haydock. Fell, Clara ou James devaient être parmi eux. Le cercle est trop restreint pour laisser place au hasard. Pourtant, il ne put se résoudre à arrêter Fell alors que l'homme était encore pâle et affaibli dans son lit. Le calme de Clara le troublait, tandis que l'insolence de James offrait de nombreux mobiles, mais aucune preuve. Miss Marple, cependant, ne parla pas d'arrestation. Elle prépara discrètement sa propre petite épreuve. Elle invita Clara Havisham, James et Madame Bantry à prendre le thé dans sa chaumière. Aux yeux des villageois, ce fut une réunion anodine, mais Miss Marple l'organisa avec la précision d'un général en campagne. Elle posa 3 tasses sur la porcelaine de qualité, chacune présentant une légère fissure ou un défaut. Lorsqu'elle servit, elle observa attentivement la tasse choisie par chaque invité. Clara examine le bord avant de choisir la plus irréprochable. James saisit la sienne au hasard, et Madame Bantry rit à l'idée de faire des histoires. « C'est curieux, dit Miss Marple d'un ton léger, de voir comment les gens se révèlent par de si petits choix. Certains accordent de l'importance à l'apparence, d'autres à la commodité, d'autres encore ne s'en rendent pas compte. » James renifla. « Et qui est coupable, Miss Marple? Celle qui choisit la mauvaise tasse? Oh non, sourit-elle sereinement. Seul celui qui ne peut s'empêcher de révéler une habitude. Clara rougit légèrement, mais on ne savait pas si c'était à cause de la remarque ou de l'insolence de James. Miss Marple garda sa réaction pour elle. Plus tard, alors que la conversation dérivait sur la question de la sacoche, James parla avec insouciance. « Si ces papiers ont disparu, tant pis. Le testament de mon père était une honte. Schnomm devrait subvenir aux besoins de son propre sang, pas à ceux des livres poussiéreux et des inconnus. » Les lèvres de Clara se lancent. « Ton père croyait en l'héritage, James. Tu n'as pas à ricaner devant ce que tu ne comprends pas. » Les aiguilles de Miss Marple claquèrent. « Je pense souvent, disait-elle, que les disputes autour d'un héritage font ressortir le pire chez les gens. Je me souviens d'une famille de ma jeunesse où une théière en argent suscitait une amertume sans fin. Elle ne valait pas grand-chose, mais la dispute portait sur ce qu'elle représentait et non sur ce qu'elle était. De telles querelles laissent des traces, parfois très dangereuses. » James rit, mais d'un rire forcé. Clara détourna le regard. Miss Marple savait qu'elle avait frappé juste. Ce soir-là, elle se rendit au presbytère sous prétexte de rapporter un recueil de cantiques. En réalité, elle souhaitait observer la nièce du pasteur, qui avait servi le thé fatal à la bibliothèque. La jeune fille parla gaiement de ses devoirs, racontant comment elle avait brièvement quitté le plateau lorsque Madame Price Ridley avait demandé du sucre et comment M. Linton avait choisi une tasse sans hésitation. Miss Marple demanda doucement « Vous souvenez-vous si Madame Havisham a attendu avant de prendre le sien ?»« Ah oui,
répondit la fille avec empressement. Elle recula un peu, comme si elle voulait voir qui boirait en premier. J'ai trouvé ça bizarre, mais peut-être était-elle polie. Politesse, murmura Miss Marple, ou prudence. Le lendemain, l'inspecteur Craddock convoqua une nouvelle série d'interrogatoires à la bibliothèque. Cette fois, Miss Marple se plaça suffisamment près pour entendre, sous couvert de rendre des livres. James était plus provocateur que jamais. Clara impassible. Fell, toujours pâle, pleura à l'idée de sa réputation. Pourtant, dans chacun d'eux, Miss Marple voyait non seulement des mots, mais aussi des gestes, le tremblement d'une main, le regard qui s'éclairait, le pincement des lèvres. Ce soir-là, elle partage ses impressions avec Madame Bantry. « C'est très curieux », dit-elle doucement. « Les coupables se trahissent souvent, non par de grandes déclarations, mais par de plus petites erreurs. On croit maîtriser ses paroles, mais on ne peut contrôler les habitudes accumulées au fil des ans. Ce sont ces habitudes que j'observe. » Madame Bantry se pencha en avant avec empressement. « Avez-vous déjà vu un tel lapsus ?» Miss Marple ne répondit pas directement. Elle sourit, pliant son tricot et dit « peut-être ». Mais il faut être bien sûr avant de parler. Une fois prononcées, les paroles ne peuvent être retirées, et accuser injustement est aussi néfaste que de laisser le coupable en liberté. Le lendemain matin, la tension fut à son comble. On découvrit un mot épinglé à la porte de la bibliothèque. « Justice sera faite ». L'écriture était irrégulière, hâtive, mais personne ne put dire à qui il appartenait. Certains prétendaient que c'était le gribouillage désespéré de Fell, d'autres que c'était James qui essayait d'effrayer sa belle-mère. Clara elle-même pâlit en le voyant et murmura que quelqu'un voulait la tourmenter. L'inspecteur Craddock écarta la chose, la jugeant enfantine. Miss Marple, cependant, était d'un autre avis. Elle étudie les boucles et les traits, les comparant mentalement à la signature qu'elle avait aperçue sur le morceau de papier déchiré de Linton. Il y avait une ressemblance faible mais suggestive. Se pouvait-il que quelqu'un ait inventé un message pour tromper? Elle ne fait pas part de ses soupçons. Au lieu de cela, elle continua tranquillement son tricot, le regard pensif. Le modèle n'était pas encore terminé, mais les fils se resserrent. Chaque essai, chaque réaction, chaque remarque insouciante la rapprochait de la vérité. La découverte du message anonyme ébranla le village plus profondément que l'inspecteur Craddock ne l'imaginait. Bien qu'il les qualifiait de simples bêtises enfantines, les mots « justice sera faite » résonnèrent de manière inquiétante dans les salons et les petits salons. Le vendredi, les spéculations atteignirent leur paroxysme. Certains pensèrent que le coupable, poussé par sa conscience, avait laissé le message. D'autres insistèrent sur le fait qu'il s'agissait d'une menace visant à réduire Edgar Fell au silence. Et quelques-uns murmurèrent que le défunt notaire avait lui-même tenté de laisser une trace définitive d'outre-tombe. À Rosewood Grange, Clara Havisham était assise, figée dans son petit salon, le mot encore frais dans sa mémoire. Quand James entra, elle lança sèchement « Si c'est ça votre conception d'une plaisanterie, c'est d'un goût abominable. » James rit d'un rire rauque. « Vous croyez que je n'ai rien de mieux à faire que de griffonner des avertissements? Si quelqu'un a des raisons d'avoir peur, c'est bien vous. » La dispute s'envenima, les voix résonnant dans le couloir. Les domestiques échangèrent des regards écarquillés. Et le soir venu, la dispute s'était propagée dans tout le village comme un incendie. « Ils s'entre-déchirent », dit Madame Bantry avec délectation à Mademoiselle Marple. « Si la culpabilité ne les détruit pas, le scandale le fera. » L'inspecteur Craddock, las des rumeurs, décida d'affronter directement les Havisham. Il convoqua à nouveau Clara et James à la bibliothèque. Miss Marple, sous prétexte d'examiner des livres de jardinage, parvient à se placer à portée de voix. « Vous vous accusez mutuellement, » dit Craddock d'un ton sévère. « Mais accuser n'est pas une preuve. Je veux des faits. Madame Havisham, pourquoi y avait-il du parchemin brûlé dans votre cheminée ?» Le visage de Clara était de marbre. « Comme je vous l'ai dit, les vieux papiers sont souvent détruits. Ma femme de ménage n'a pas laissé le moindre morceau. Cela ne signifiait rien. Et toi, James, est entré dans les bureaux de la bibliothèque après que M. Fell ait été retrouvé. Je ne l'ai pas fait, répondit James avec véhémence. Mais tu devrais peut-être demander à ma belle-mère où elle était ce matin-là. L'inspecteur se frotta les tempes. Chaque déclaration semblait accroître les soupçons
plutôt que de les apaiser. Il nota leur réponse avec amertume, même si aucune preuve tangible n'en émergea. Ce soir-là, Miss Marple invita le docteur Haydock à prendre le thé. Elle lui demanda très gentiment des nouvelles de la digitale. Le médecin lui expliqua son utilisation légitime pour les cœurs fragiles, son goût amer et comment elle pouvait être dissimulée dans des liquides sucrés. « Ce qui m'intéresse, dit doucement Miss Marple, c'est que dans les deux cas, l'avocat et le bibliothécaire, le poison a été absorbé en petite quantité, sans une dose excessive. Suffisamment pour neutraliser, certes, mais sans effet immédiat. Cela suggère un calcul. Quelqu'un voulait que la victime boive de son plein gré, sans soupçon. » Haydock hocha la tête à contre-cœur. « Il faudrait faire preuve de subtilité. »« Précisément, murmura Miss Marple. Et la subtilité, j'ai constaté, n'est souvent pas le domaine des jeunes. Pendant ce temps, les villageois eux-mêmes avaient recommencé à former des camps. Les prix Ridley étaient convaincus de la culpabilité de Clara, soulignant son sang-froid. À l'auberge, les Briggs jurent que James était le coupable, invoquant son insolence. Et un petit nombre, dont Constance Simmons, s'accrochent obstinément à la conviction que les tremblements d'Edgar Fall pouvaient tout. Ces divisions créent une tension curieuse. Les goûters qui rassemblaient autrefois tout le quartier voyaient désormais leurs invitations refusées, de manière sélective. Miss Marple évoluait silencieusement parmi ces cercles, écoutant, observant, emmagasinant chaque contradiction. Elle remarqua que Clara parlait peu, comme pour économiser ses forces, tandis que James devenait de plus en plus imprudent dans ses remarques. Elle observa Edgar Fell, pâle mais vif, sursautant à la mention du nom de Sir Lionel, et elle vit aussi comment la nièce du vicaire, pourtant innocente en apparence, répétait son histoire du thé avec une telle exactitude qu'elle semblait répéter. Le samedi matin, un nouveau vacarme frappe la surface. La sacoche disparue, longtemps désespérée, fut enfin découverte, cachée dans une haie près du cimetière. Son contenu était dispersé, de nombreux papiers humides et illisibles, mais un fragment demeurait intact. Une note manuscrite de Linton, faisant référence de manière énigmatique au deuxième codicille et signée de son nom complet. L'inspecteur Craddock s'en saisit avec empressement. « Un codicille » s'exclama-t-il. Cela suggère des modifications au testament. Le motif était clair comme le jour. Si Clara craignait un changement qui diminuerait sa fortune, ou si James attendait plus et se retrouvait floué, voilà notre raison. Le village accueillit cette nouvelle avec une excitation débordante. Dans les cuisines et les salons, des voix triomphantes s'élevèrent. « J'ai dit que c'était la veuve !» Non, c'était James depuis le début. Les théories se multiplièrent, mais la certitude demeurait insaisissable. Miss Marple, cependant, sentit ses soupçons s'aiguiser. Un codicille pouvait certes changer le cours des choses, mais pourquoi n'avait-il pas été présenté officiellement? Pourquoi était-il rangé dans une sacoche, à moitié brûlée, à moitié éparpillée? Elle repensa aux morceaux déchirés qu'elle avait aperçus dans la bibliothèque, le coin taché d'encre portant le nom de Linton. Quelqu'un avait tenté à tout prix de détruire des preuves, mais elles n'avaient pas toutes disparu. Et le désespoir, selon sa longue expérience, était le signe le plus sûr de culpabilité. Ce soir-là, elle était assise près de sa lampe, les aiguilles à tricoter cliquetant doucement, tandis que Madame Bantry, assise en face, avide de nouvelles, attendait avec impatience. « Ça commence à se mettre en place, Jane, n'est-ce pas? L'inspecteur ne va sûrement pas tarder à agir. » Miss Marple sourit, le regard clair et calme. L'inspecteur est très compétent. Mais il faut se garder de cueillir le fruit avant qu'il ne soit mûr, sinon il sera amer. La nature humaine, Madame Bantry, mûrit en son temps. Je crois que nous sommes très proches en ce moment. Ces paroles, bien que prononcées à voix basse, avaient un poids que son ami ne pouvait ignorer. Le filet se resserrait. Au milieu des querelles et des demi-vérités, le coupable s'était déjà trahi. Il ne restait plus à Miss Marple qu'à tirer sur le fil et à regarder le motif se dénouer. Le dimanche matin, le village avait du mal à contenir son impatience. L'inspecteur Craddock avait promis des progrès rapides, et la découverte de la sacoche avait mis tout le monde en émoi. À l'église, les têtes se penchaient non pas sur les recueils de cantiques, mais sur des spéculations chuchotées.
Clara Havisham, rigide et impassible, était assise au premier banc, tandis que James s'affaissait au fond, son attitude insolente défiant l'assemblée de le condamner. Edgar Fell, encore faible, était pâle comme la mort. Pendant ce temps, Miss Marple observait, ses yeux brillants attentifs malgré un visage toujours aussi doux. Après la cérémonie, elle lança les invitations avec l'air d'une hôtesse attentionnée. « Venez prendre le thé, Madame Havisham. Vous aussi, James et Monsieur Fely. Tu es assez forte, je serai ravi de ta compagnie. Et bien sûr, Madame Bantry se joindra à nous. » Son ton était doux, presque désolé, comme si elle craignait de s'imposer. Personne ne pouvait refuser poliment, même si James leva les yeux au ciel, et Clara accepta avec la résignation d'une reine daignant rendre visite à un roturier. Le thé fut servi avec le soin habituel de Miss Marple. Elle disposa sa plus belle nappe en dentelle, astiqua la théière en argent et servit un gâteau aux graines, des scones et un plat de compote de prunes. Mais la disposition des tasses n'était pas fortuite. L'une était en porcelaine délicate avec une fine fissure, une autre en porcelaine robuste avec un éclat au bord, et la troisième, simple mais solide. Miss Marple servit chacune d'elles à tour de rôle, sans quitter ses invités des yeux. Clara, après une pause, choisit la tasse sans défaut, comme auparavant. James saisit celle qui était la plus proche, tandis que Edgar Fell, tremblant, murmura des remerciements et prit la porcelaine ébréchée sans se plaindre. « Voyez-vous, » remarqua doucement Miss Marple, « les gens se révèlent toujours dans les petites choses. Je me souviens qu'un jour, lors d'un atelier de couture, on nous a proposé un choix de fils. La femme vaniteuse a choisi la soie, même si elle a cassé immédiatement, tandis que la femme modeste a choisi le coton, qui a tenu bon. Et c'est pareil avec le caractère, n'est-ce pas ?» La remarque ne suscita guère plus que des sourires polis, mais Miss Marple remarqua le léger pincement des lèvres de Clara et l'agitation dans les yeux de James. Elle gardait ses réactions pour elle. La conversation porta, comme elle le savait, sur le codicille. Si Sir Lionel apportait des modifications à son testament, déclara James avec amertume, j'aimerais les voir. Linton se mêlait sans doute des idées de son père. La bibliothèque était son idée. Eiffel, bien sûr, l'adorait. Les yeux de Clara brillèrent. Ton père n'était pas faible d'esprit, James. Il accordait plus de valeur à la postérité qu'à tes ambitions superficielles. Et vous, rétorqua James, accordez une importance excessive au conseil de Linton, peut-être plus qu'à un simple conseil. Le silence qui suivit fut tranchant comme un couteau. Miss Marple, sans élever la voix, sert une autre tournée de thé. C'est curieux, dit-elle doucement, comme les gens se disputent âprement à propos de ce qu'ils pensent avoir perdu. D'après mon expérience, l'héritage est rarement une question d'argent. C'est une question de fierté. Fierté d'être favorisé ou fierté blessée lorsqu'on ne l'est pas. Une telle fierté pousse souvent à la méchanceté, voire pire. Personne ne parlait. Clara sirotait son thé, les doigts tremblants. James fixait la table d'un air maussade. Fell se tamponna le front. Madame Bantry, les yeux écarquillés, avoua plus tard n'avoir jamais vu une atmosphère aussi tendue. Miss Marple laissa le silence se prolonger, puis ajouta doucement. Et parfois les coupables se trahissent, non pas par leurs paroles, mais par l'empressement avec lequel ils accusent les autres. C'est une très vieille histoire, en vérité. On se souvient de Judas, qui protesta trop quand on versa de l'huile sur les pieds de notre Seigneur. La nature humaine ne change pas. Ses invités s'agitèrent, mal à l'aise. Clara posa sa tasse trop vite, faisant tomber du thé dans la soucoupe. James marmonna quelque chose d'inaudible. Les mains de Fell tremblèrent si violemment que la tasse heurta sa soucoupe. Après leur départ, Madame Bantry se tourne vers Mademoiselle Marple, tout excitée. « Jane, tu les as tous vus à 2 doigts. Je jure que si la culpabilité pouvait se mesurer à l'inconfort, tu as démasqué le coupable sur le champ. » Miss Marple sourit faiblement. « Il faut être patiente, chère Dolly. Les réactions sont comme des points de suture, petits individuellement, mais une fois assemblés, ils forment un motif. Et c'est le motif qu'il faut lire, pas chaque point. » Ce soir-là, assise près du feu, elle repensait à ce qu'elle avait vu, la maîtrise minutieuse de Clara,
L'amertume insouciante de James, l'anxiété tremblante de Fell, tout cela racontait son histoire. Mais plus encore, elle se souvenait du cartable, du parchemin calciné, du morceau déchiré et du mot épinglé à la porte de la bibliothèque. Chaque pièce était un point, et le motif était presque terminé. Pendant ce temps, le village bourdonnait plus fort que jamais. Au sanglier bleu, Tom Briggs déclara que le thé renversé par Clara était une preuve suffisante. Une main coupable tremble toujours. Au presbytère, Constance Simmons était certaine que le regard renfrogné de James signifiait un meurtre. À l'épicier, Madame Price Ridley jura que le tremblement de Fell témoignait du poids d'une conscience. Seule Miss Marple demeurait sereine. Elle savait que le moment approchait où les fils seraient resserrés et où la vérité éclaterait. Pour l'instant, son procès lui en avait démontré suffisamment. La nature humaine avait parlé. Il ne restait plus qu'à préparer le terrain pour l'acte final. L'inspecteur Craddock, las d'une semaine de contradictions, finit par accepter la douce suggestion de Miss Marple. « Si vous me le permettez, inspecteur, il serait peut-être utile de réunir tout le monde. Parfois, la vérité éclate mieux quand tous les éléments sont réunis. » Ainsi, en fin d'après-midi du lundi, les principaux personnages se rassemblèrent dans la salle de lecture de la bibliothèque Rosewood. Les villageois se pressaient dehors, chuchotant, cherchant à entrevoir par les fenêtres. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue. Clara Havisham était assise, la tête haute, les mains jointes sur les genoux. James, insolent, se prélassait dans son fauteuil, mais son regard parcourait la pièce sans cesse. Edgar Fell, pâle et tremblant, serait un mouchoir comme s'il était sa bouée de sauvetage. L'inspecteur Craddock se tenait près de l'âtre, son carnet prêt. Miss Marple, petite et sereine dans son élégant cardigan bleu, prend place près de la fenêtre. Son tricot reposait sur ses genoux, les aiguilles claquant doucement, tandis qu'elle commençait à parler d'un ton doux, presque désolé. « C'est une situation très triste », elle déclarait. Et naturellement, dans de tels cas, la suspicion se répand dans tous les sens. Mais je crois que nous pouvons désormais discerner clairement le schéma, si nous sommes disposés à l'examiner. Elle s'arrêta, laissant ses yeux se déplacer d'un visage à l'autre. D'abord, le pauvre monsieur Linton s'est effondré après avoir bu du thé. Tout le monde a immédiatement pensé au poison. Plus tard, monsieur Fell lui-même a été retrouvé à l'article de la mort, et beaucoup ont cru qu'il avait tenté de se suicider. Mais dans les deux cas, le poison avait été administré en petite quantité, suffisamment pour affaiblir mais pas pour tuer immédiatement. Cela nous révèle un fait important. Le coupable souhaite semer la confusion, faire croire les choses d'une manière tout en cachant une autre. James eut un petit rire. « Tu veux dire que Fell s'est empoisonné, alors ?» Ça apparaît évident. Miss Marple sourit faiblement. « Les évidences sont rarement vraies, monsieur Havisham. Non, monsieur Fell ne s'est pas empoisonné. On l'a réduit au silence parce qu'il détenait certains papiers, des papiers dont certains craignaient qu'il ne révèle trop de choses. Sa sacoche a été volée, son contenu dispersé, et nous avons plus tard retrouvé un morceau d'un codicille à moitié brûlé dans l'âtre de Rosewood Grange. Là, je crois, se trouve le cœur du problème. » Clara remua. « Les vieux papiers sont souvent détruits, » dit-elle sèchement. « On ne peut pas fonder une accusation sur des cendres. »« En effet, non, » acquiesça doucement Miss Marple. « Mais il faut savoir qui avait le plus à perdre avec ce codicille. Le premier testament de Sir Lionel léguait ses livres à la bibliothèque, ce qui déplut à James. Mais le codicille, c'était différent. Il semble que Sir Lionel souhaitait prendre des dispositions pour une autre personne, dont il venait tout juste de reconnaître les liens. C'est pourquoi M. Linton était si troublé ce matin-là et pourquoi il consulta M. Fell. Il arrangeait les choses discrètement, mais hélas, il ne vécut pas assez longtemps pour les mener à bien. Un silence s'abattit. James se redressa, son attitude de défi s'effaçant. Clara serra les lèvres, mais Miss Marple poursuivit doucement. Le codicille, voyez-vous, concernait une jeune femme de Much Benham. Sir Lionel avait secrètement soutenu sa fille naturelle, née avant son mariage. Un scandale avait éclaté, mais il souhaitait qu'elle trouve un peu de réconfort. M. Linton avait préparé les papiers, et M. Fell en conservait une copie. Mais si ce codicille était reconnu,
Il diminuerait encore davantage l'héritage de James et pourrait même affecter la situation de Madame Havisham. L'inspecteur Craddock fronça les sourcils. Alors l'un ou l'autre avait un mobile. Oui, acquiesça Miss Marple, mais ce n'était pas Madame Havisham. Elle craignait le scandale, certes, mais depuis sa mort, chacun de ses actes a été de préserver sa dignité. Elle a attendu avant de boire sa théière parce qu'elle était coupable, mais parce qu'elle craignait d'être la victime désignée. Et ce n'était pas le pauvre Monsieur Fell, dont le seul crime était la timidité. James Havisham n'était pas celui qui agissait avec audace, qui s'insurgeait ouvertement contre l'injustice, celui qui avait la motivation la plus forte. James se leva d'un bond. C'est un mensonge. Tu n'as aucune preuve, seulement des ragots de vieilles femmes. La voix de Miss Marple reste calme. Pas de commérage, Monsieur Havisham. Observation. Voyez-vous, le thé empoisonné n'a pas été servi au hasard. Chacun prend une tasse. Et Monsieur Linton, comme nous l'a dit la nièce du vicaire, choisit la sienne sans hésitation. Mais vous, James, avez déclaré plus tard avoir à peine touché la vôtre, la trouvant trop faible. Comme c'est commode que vous seul vous en soyez sorti, avec rien de plus qu'une gorgée. Et puis, lorsque Monsieur Fell fut attaqué, le poison fut placé dans un verre délicat sur son bureau. Seul quelqu'un qui aurait voulu suggérer le suicide aurait choisi un tel récipient. Ce n'est pas l'acte d'un bibliothécaire nerveux, mais celui de quelqu'un qui aspirait à le piéger. La pièce était silencieuse. À l'exception de la respiration rapide de James, il y a plus, poursuivit Miss Marple. Le mot épinglé à la porte de la bibliothèque « Justice sera faite » était écrit d'une écriture qui imitait celle de M. Linton, mais trop grossièrement. Et qui d'entre nous connaissait le mieux l'écriture de Linton, ayant reçu des lettres de réprimande et de restriction? Eh bien, son jeune client, James. C'était, je crois, votre dernière erreur. Vous avez essayé d'effrayer les autres, mais vous vous êtes trahi vous-même. Le visage de James se tordit. Tu n'as que des suppositions. Miss Marple croisa les mains. Pas de suppositions, Monsieur Havisham. La nature humaine. Vous nous avez révélé votre personnalité dans chaque mot insouciant, chaque geste. L'orgueil blessé est bien plus dangereux que la cupidité. Vous ne supportiez pas de voir votre héritage réduit, votre autorité contestée, votre belle-mère et un inconnu privilégié. Vous vous en êtes donc pris d'abord à Linton puis à Fell, mais des schémas se révèlent, et le vôtre est on ne peut plus clair. L'inspecteur Craddock s'avança. James Havisham, je dois vous demander de m'accompagner. James resta figé un instant, puis il laissa échapper un rire rauque, jeta sa cigarette par terre et murmura « Les vieilles femmes et leurs tricots vous maudissent ». Il ne résista pas tandis que l'inspecteur l'emmenait. Clara Havisham resta assise, immobile, les yeux clos, comme si elle exprimait un soulagement las. Edgar Fell sanglotait doucement dans son mouchoir. Madame Bantry serra la main de mademoiselle Marple, les yeux brillants d'admiration. Miss Marple se contenta d'un faible sourire, ses aiguilles claquant de nouveau. « C'est une triste affaire, » murmura-t-elle, « mais inévitable, je suppose. L'orgueil et le ressentiment sont dangereux, lorsqu'on les laisse se développer sans contrôle. À la fin, ils étouffent tout le reste. » Le lendemain de l'arrestation de James Havisham, l'aube s'illumina, comme si le village souhaitait se purifier de la tempête. Pourtant, sous le soleil matinal, St. Mary Mead bourdonnait de plus belles conversations que jamais. Le verdict de la réunion de Miss Marple s'était répandu comme une traînée de poudre, et aucun foyer ne restait silencieux. Au Blue Bar, Tom Briggs déclara qu'il soupçonnait James depuis le début, bien que sa femme lui rappelât qu'il avait juré la même chose de Clara la veille. À la poste, Miss Hartnell murmura qu'elle ne pouvait jamais regarder le jeune homme sans se souvenir du sourire narquois qu'il avait arboré en roulant trop vite dans la rue. Maintenant, dit-elle, elle comprend ce que cela révélait. L'inspecteur Craddock passe la matinée à Rosewood Grange à peaufiner ses notes. Clara Havisham le reçut avec un étrange calme, comme si des années de tension s'étaient soudain transformées en résignation. « Je n'aimais pas James », admit-elle doucement, « mais je ne l'ai jamais cru capable de meurtre. J'aurais peut-être dû m'en apercevoir. Son amertume était évidente. » Craddock, bien comme pragmatique, ressentit une pointe de sympathie. « Ce ne sera pas facile pour vous, Madame Havisham. »
Le scandale va perdurer. Elle redressa les épaules. J'ai enduré pire. Une veuve s'habitue aux murmures. Mais je ne perdrai plus de temps à les entendre. Edgar Fell, toujours pâle et affaibli, retourna timidement à la bibliothèque. Il fut accueilli avec une courtoisie prudente par les villageois qui, quelques jours plus tôt, l'avaient dénoncé comme coupable. Il marmonna des remerciements, se retirant rapidement dans ses chères étagères. Miss Marple, venue le voir cet après-midi-là, le trouva entouré de livres, comme s'il puisait de la force dans leur compagnie silencieuse. « Il n'est pas facile d'être suspecté », dit-elle doucement. Il leva les yeux écarquillés. « Je croyais que ma vie était finie, Miss Marple. Je pensais qu'il me condamnerait avant que je puisse protester. » Miss Marple lui tapota la main. « Les gens sont prêts à croire au pire quand la peur les guette. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est simplement la façon dont la nature humaine s'accroche à la réponse simple. Il ne faut pas leur en vouloir. Dehors, la vie reprend son rythme. Les enfants jouaient dans les ruelles, tout en jetant des regards curieux vers la grange. L'épicier pesait ses pommes avec une gourmandise particulière, car le commerce prospérait lorsque les ragots abondaient. Le dimanche suivant, le pasteur prêcha sur l'orgueil et l'humilité, un sermon si percutant que Constance Simmons le qualifia de chef-d'œuvre, même si d'autres murmurèrent qu'il avait été écrit à l'intention de James Havisham et Adam Bantry. Comme toujours, recherchait la compagnie de mademoiselle Marple. « Vous avez été magnifique, Jane. Dire que vous l'avez pris en flagrant délit avec seulement des miettes et des habitudes. L'inspecteur lui-même a avoué qu'il aurait arrêté Fell sans vous. » Miss Marple secoua la tête. « Oh non, ma chère Dolly, ce n'était pas magnifique. Juste des détails. Un bout de papier déchiré, une main trop prudente sur une tasse de thé, l'empressement d'un jeune homme à dénoncer les autres. La nature humaine est bien étrange, mais aussi très prévisible si l'on se contente d'observer. Pourtant, insista madame Bantry, vous avez sauvé Fell et Clara de la disgrâce. J'ose dire que le village parlera pendant des années de son amitié avec le notaire. » Miss Marple s'autorisa un léger sourire. Les villages bavardent toujours. C'est leur nature. Mais bavarder n'est pas synonyme de vérité. Plus tard, à la tombée de la nuit, Miss Marple était assise seule dans sa chaumière, son tricot posé sur ses genoux. Par la fenêtre ouverte flottaient les bruits familiers de la vie du village. Le bruit d'une charrette, les rires des enfants, le faible tintement d'une cloche au loin. La vie, songea elle, reprenait toujours son cours après une tragédie, sans jamais être totalement inchangée. Le nom de Havisham porterait désormais une tache, et James resterait dans les mémoires, non pas comme l'héritier qui s'était disputé à son père, mais comme le jeune homme anéanti par l'orgueil et l'amertume. Elle pensa à Clara, laissée seule à gérer ses affaires dans la solitude de Fell, timide mais honnête, serrant ses livres comme les compagnons de Cradock, qui avait écouté une vieille femme parler de la nature humaine. Et elle pensa aussi à Godfrey Linton, dont la diligence discrète avait si cruellement pris fin. Miss Marple soupira doucement. « C'est toujours pareil, » murmura-t-elle. « Le meurtre ne vient pas du grand mal, mais des petits ressentiments, des envies mesquines, des blessures de vanité. Un peu d'orgueil par-ci, un peu d'amertume par-là, et soudain c'est la ruine. » Elle reprit ses aiguilles, les laissant cliqueter régulièrement dans le crépuscule naissant. Si le village avait changé en une semaine, sa vie était restée la même. Le jardin à entretenir, l'église à fréquenter, les amis à voir, les mystères de la nature humaine à méditer. C'était suffisant. Dehors, les lumières du village scintillèrent, et la paix paisible de St. Mary Mead s'installa à nouveau. Le scandale de la bibliothèque Rosewood perdurerait dans les murmures. Mais Miss Marple, sereine dans son fauteuil, savait qu'il avait pris fin comme il se devait. La justice, dans sa discrétion et sa modestie, avait été rendue.